démocratie qui était installée. On a commencé, donc là je reviens un peu entre 2008 et 2015, tu as vécu un peu deux élections. Donc 2011, élection de l'Assemblée constituante, et après, avec 2014, les élections présidentielles et parlementaires. Oui, c'est ça. Donc là, est-ce que tu peux parler un peu au niveau de transition, qu'est-ce qui est passé, et surtout pourquoi le parti islamiste que modéré, qui certains Occidentaux ou bien les Américains parlent, il a été monté au pouvoir, et surtout, les islamistes, ils n'ont pas été manifestés, ils n'ont pas participé à la révolution. Donc il y a son leader, Rachid Ghanouchi, il a été vécu à Londres, et après 2011, il était installé directement, il a pris le premier avion, il est installé. Après, on a vu un peu 2014, 2015, 2011 et 2014, le montée des islamistes. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations, ou bien qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les islamistes, ils n'ont pas participé? Parce que la gauche qui était là, au pouvoir, et là, les jeunes de gauche, oui, et après, on est en train de voir un peu, surtout, le résultat au niveau parlement, de montée des islamistes de façon terrible. Je vais répondre à ta question, mais juste un mot pour dire que le roman s'arrête en mars 2011. Donc on va évoquer tous les événements que tu dis, mais là, on est dans un registre politique, alors que le roman évoque l'événement révolutionnaire. Donc on y reviendra sûrement par la suite, mais vous savez, tu évoques le retour de Ghanouchi le 25 février. C'est un peu le début de la fin. On ne peut pas poursuivre une révolution 10 ans, c'est pas possible. Donc, le retour des politiques, et notamment de ce chef assez charismatique, il faut bien le dire, du parti Ennahda, qui est le parti intégriste, mais pas seulement lui, d'autres partis également, le retour des politiques, disons grosso modo en mars, a été un peu le début de la reprise en main, c'est-à-dire le début d'une espèce de routine institutionnelle qui revient. Ça, disons que le fait que la vie quotidienne a été changée a encore duré jusqu'en octobre. Beaucoup d'associations sont nées, je vous parlais de ces associations qui sont nées en avril, en mai. On se souvient notamment de l'initiative de ce qu'on a appelé le mouvement du 20 mars, qui s'est réuni à Mardia. Parce que dès le moment où les gens ont su qu'il y avait une nouvelle constitution à construire, ils se sont dit, bon, mais on va commencer à s'intéresser à ça. C'est quoi une constitution? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Et donc il y a eu un débat organisé notamment par Gilbert Nakache, qui a été, je crois, déjà ici accueilli par le centre culturel. Il est un monsieur assez âgé maintenant, mais il a réuni beaucoup de jeunes autour de lui en donnant la liberté de parole aux gens, en disant « inventons une nouvelle constitution ». C'était le 20 mars à Mardia. Donc, il y a eu cette période qui est restée très belle, où il y avait une liberté d'expression, un désir de s'organiser au plan associatif, mais aussi politique, qui a débouché sur les élections dont tu parles en octobre 2011, qui m'a permis de rencontrer le comité, puisque j'étais moi-même délégué Wallonie-Bruxelles là-bas, chargé d'accueillir beaucoup d'experts, notamment belges, et notamment les membres du comité, pour organiser un peu, ou faciliter en tout cas leur contrôle, ou le mot n'est pas exact, mais leur vérification que les élections se soient bien passées. Alors on a été surpris de la victoire des islamistes. Mais est-ce que nous avions raison d'être surpris? Vous savez, dans le mot intégrisme, il y a le mot intègre. Et cette confusion ou cette proximité explique en grande partie cette victoire des islamistes. Par rapport à un régime corrompu qui existe depuis au moins 30 ans, si pas davantage, l'intégrité de ceux que l'on veut mettre en place
c'est ça que les gens souhaitaient. Et ils ont pensé, à tort ou à raison, que le parti Narda était le parti de l'intégrité, c'est-à-dire de la non-corruption. Et ils ont voté pour ce parti. C'était la seule question qui les intéressait. Ils n'ont pas trop pensé à la dimension conservatrice, éminemment conservatrice de ce parti. Ils ont simplement pensé, et d'ailleurs ils l'ont pensé aussi pour un autre parti qui n'était pas intégriste, le CPR, qui était un parti qui lui aussi mettait en avant principalement la fin de la corruption. On en avait tellement connu de la corruption. Vous savez, tout à l'heure j'évoquais le ministère de l'Intérieur, mais il y avait aussi le local du RCD, un grand bâtiment comme ça, un gratte-ciel à Tunis. Si vous vouliez un emploi, ben, il fallait aller là. Et alors on vous disait, bon, tu veux un emploi, d'accord? Est-ce que tu peux me donner quelques informations sur tes voisins? Tu voudrais bien me dire un peu dans ton building, dans ton quartier, qui sont les gens remuants? C'était ça. Et alors il disait, ok, j'aurai mon emploi, reviens dans un mois, tu vas trouver encore d'autres choses à me dire. Et puis c'est comme ça, c'est ça la corruption. C'est la menace permanente de la répression, et en tout cas pas d'emploi, si on ne collabore pas d'une manière indigne au maintien en place de ce pouvoir politique qui jouait là-dessus pour se maintenir, hein, parce que les gens n'en pensaient pas moins. Donc voilà ce que les électeurs d'octobre 2011 voulaient à tout prix. On ne voulait plus de ça. Il y avait une détestation de ça. Et pourquoi pas voter Narda, qui après tout était un parti bien structuré. Il ne faut pas nier ça. C'était un des rares partis qui était quand même très radical contre Ben Ali. Hein. Beaucoup d'eux étaient en prison, beaucoup de ses dirigeants étaient en prison. Ou dans une maison avec un policier devant la porte. Et ce policier va se servir dans le frigo. Et il est là en permanence. Et il empêche tout contact entre vous et le monde extérieur. Il y a cette anecdote que je reprends dans mon livre de ces dirigeants nardaouis qui ont perdu leur voix à force de ne pas parler. Et ils étaient tellement coupés du monde quand on voulait les interroger, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui avaient perdu littéralement leur voix et qui n'est jamais revenu par la suite. Donc voilà, ces gens-là avaient un prestige. Est-ce que leur politique a été correcte ou favorable au peuple tunisien? À titre personnel, je ne le crois pas. Beaucoup de choses ont continué comme avant. Leur réputation d'intégrité était en partie vraie, mais aussi en partie fausse. Il y a eu, vous connaissez cette image des valises de billets qui viennent des pays du Golfe et qui servaient à financer la montée en puissance de ce parti intégriste. Donc tout ça a existé. Donc je veux dire, en matière d'intégrité, ce n'était pas forcément les meilleurs. Mais donc il fallait s'attendre à leur victoire, comme il fallait d'ailleurs s'attendre à leur recul dès 2014. Ils ont fait bien sûr partie de la première coalition, c'était le premier parti, ça le reste en partie, mais ils ont quand même diminué, parce que les Tunisiens se rendent compte qu'ils ne résolvent pas les problèmes des gens. Le problème c'est quoi? C'est l'emploi. C'est ça le vrai problème des Tunisiens. Et d'une certaine façon, toute cette période idéologique qui s'est déroulée donc entre la Révolution et les élections d'octobre 2011, on s'est beaucoup gavé de mots. On a beaucoup échangé des mots, des concepts. Mais les jeunes qui étaient venus à la Casbah, ce qu'ils voulaient, c'était des emplois. Et c'est pas facile de créer des emplois à Kasserine, à Régel, c'est pas facile. Il faut pas nier que c'était un vrai problème. Voilà donc ces élections de 2011. Les suivantes, 2014, c'est une période. Les années 2012-2013 ont été des années grises, disons. Elles n'étaient pas noires, les années noires c'était avant, mais il y a eu le début d'une violence en Tunisie. Il y a eu 2 assassinats politiques, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, dont les noms vous sont familiers, du moins à ceux qui suivent le dossier tunisien. C'était des leaders très populaires. Et alors voilà, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce... Non, non, on n'en sait toujours pas.
ça a été bien mené, on a évoqué l'intervention de services secrets étrangers, mais fondamentalement, on ne sait pas qui a tué ces deux parlementaires, qui étaient les plus représentatifs d'une gauche nouvelle. Hein. Parce que vous savez, il y avait en Tunisie une gauche verbeuse. Hein. Il y avait une gauche qui se gavait de mots et qui disait, oui, Ben Ali, ça a assez duré, il serait temps qu'il parte, mais il n'y avait pas de vraie stratégie, c'était du discours. Ces partis-là ont d'ailleurs été laminés, quel que soit par ailleurs les mérites de ces militants, mais ce parti n'a pas pu percer.